Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Marc Deléa. L'histoire débute en juillet 2014 lorsque Marc Deléa, un homme d'affaires belge, est retrouvé mort dans son lit. Sylvia, son épouse, explique aux enquêteurs qu'il s'agit probablement d'un arrêt cardiaque. Le problème, c'est que l'autopsie révèle un projectile niché dans son cerveau. Il ne s'agit donc pas d'une mort naturelle, mais bien d'un meurtre. Dès lors, les rebondissements s'enchaînent. Les enquêteurs découvrent même que la veuve éplorée avait en fait un amant. Et pas n'importe qui, un député. Et si le couple illégitime avait tout manigancé pour se débarrasser du mari gênant? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. 8 juillet 2014, à Bruxelles, dans le quartier très paisible de Laeken. Sylvia Boisgelot, une mère de famille de 37 ans, rentre chez elle dans l'après-midi. Une journée qu'elle n'est pas près d'oublier. Elle arrive le mardi 8 juillet. Georges Nicolis, avocat des parties civiles. Aux alentours de 15h à l'appartement. Elle est seule et elle va pénétrer dans cet appartement. Ce jour-là, Sylvia s'attend, comme tous les jours, à retrouver Marc, son compagnon depuis 13 ans, et le père de leur petite fille. Mais à peine entrée, la jeune femme constate que quelque chose ne va pas. Je rentre dans le couloir, j'ouvre directement la porte du living en ayant dit « Coucou, c'est moi ». Dans notre habitude, je n'avais pas eu de réponse. Il y a des tiroirs ouverts. Sylvia Boisgelot. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas l'air normales dans la pièce. Je suis un peu effrayée. Et là, j'ai commencé à chercher après lui. J'ai ouvert la porte des toilettes, il n'y est pas. Je me retourne. J'allume la lumière dans la chambre. Et je découvre Marc sur le lit. Sur le dos. Et là, je prends peur. Immédiatement, Sylvia comprend qu'il se passe quelque chose de grave. Je crie, je m'approche du lit. Marc est décédé. C'est un véritable cauchemar. Sylvia perd tous ses moyens et affolée, elle prend la fuite. Donc à ce moment-là, elle va ressortir de l'appartement et elle a un comportement totalement désorienté. Laurent Kenès, avocat de la défense. Elle va vers sa voiture, elle revient, elle rentre dans l'immeuble et elle va frapper chez la voisine et elle demande à la voisine d'appeler les secours. Quand les policiers arrivent, ils trouvent un homme qui est dans son lit. Dominique Demoulin, journaliste judiciaire à RTL TVI. Qui a l'air paisible, on a quasiment le sentiment qu'il dort. Les policiers procèdent aux premières constatations. En s'approchant du lit, ils découvrent l'impensable. Et à ce moment-là, je demande comme à la police, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils se regardent entre eux et me disent, Marc a été tué d'une balle. À cet instant, le monde s'effondre pour Sylvia. Son compagnon, Marc, a été abattu sur son lit, dans leur appartement, comme dans un film policier. La jeune maman est complètement perdue. Je suis un peu dans une bulle au moment où on me dit que Marc est décédé, donc c'est un peu irréaliste ce que je suis occupée à vivre. Je suis chez la voisine, je vois des personnes habillées en blanc, les policiers rentrent et sortent, je comprends pas trop bien. Pour moi, c'est vraiment un choc. J'ai difficile à respirer, j'ai difficile à m'exprimer, j'arrive pas à réaliser ce qui se passe. Sylvia est sous le choc, mais elle n'est pas la seule. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, jusqu'à la meilleure amie de Marc, Ludwine. Marc est décédé.
je n'arrive pas à comprendre. J'aurais jamais pu imaginer que ça arrive à Marc. Ludwine, meilleure amie de Marc Deléa. C'était le coup de massue pour moi. Hein. Je me dis, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'était pas, mais ça a été... C'était un gros nounours, comme je l'appelais. Hein. Un homme, très aimé de sa femme et de ses amis, vient d'être froidement abattu. Que s'est-il passé ? Les policiers vont alors plonger dans une affaire criminelle aux rebondissements qu'ils sont encore loin d'imaginer. Immédiatement, le travail d'investigation commence. Mais sans suspect ni témoin direct, l'enquête s'annonce difficile. Dans un premier temps, ils vont s'intéresser à ce couple a priori sans histoire. Un couple dont le profil ne correspond en rien à une affaire de meurtre par balle. L'affaire se situe en périphérie de Bruxelles. Yves Barbieux, journaliste à Het Nieuwsblad. La commune a une réputation assez calme. On est dans une banlieue de Bruxelles plutôt aisée. Hein. Ce sont des apparts assez confortables, avec un accès à l'extérieur. C'est donc dans ce quartier cossu qu'habitent Marc Deléa et sa compagne Sylvia. Marc, c'est un garçon physique impressionnant, qui fait plus d'1m90, qui fait plus de 100 kilos. Il est d'une famille aimante. Le papa et la maman sont des gens extrêmement bien. C'est vraiment le malabar, mais c'est quelqu'un de très instruit, qui sait beaucoup de choses. C'était vraiment intéressant de parler avec lui. Un travailleur courageux. Fils d'immigrés italiens et autodidacte, il a créé une petite entreprise de livraison de café pour les bars et les restaurants. Quant à Sylvia, sa compagne, c'est une mère de famille dynamique et travailleuse qui est employée dans une crèche. Sylvia, elle est issue d'une famille de petits commerçants, pas très aisés. La maman ne travaille pas, je crois qu'il y a que le papa qui travaille dans la famille. Elle est fille unique. En 2001, Marc et Sylvia se rencontrent et c'est le coup de foudre. Elle a 24 ans et lui 32. Ils ont un point commun qui les rapproche. Tous deux sont divorcés et leurs histoires précédentes ont été des échecs. Alors quand leurs chemins se croisent, c'est comme une évidence. Quelque part, c'est un coup de foudre parce que c'est deux personnes qui se rassemblent et puis qui tombent quelque part fou amoureux. Parce que voilà, on reconstruit une nouvelle vie, on partage ensemble un futur avenir qu'on essaie de se créer. Et ça se passe super bien. Et puis on décide d'avoir un enfant. Les années passent et on le désire énormément. Donc arrive notre petite Halle. Et puis on arrive à construire une vie, on crée une société, on achète une maison. Les années passent et le jeune couple s'installe dans l'un des quartiers les plus huppés de Bruxelles. En ce début d'été 2014, la petite famille coule des jours heureux. Lui a ses occupations professionnelles en tant que négociant en café. Elle travaille aussi de son côté. Donc c'est un couple normal, je vais dire, qui a dans la classe moyenne établi une vie normale. Une vie professionnelle bien remplie, une jolie maison, une adorable petite fille, rien dans cette vie paisible ne peut expliquer le meurtre de Marc d'une balle dans la tête. Alors, c'est Sylvia qui oriente les enquêteurs vers une première piste. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est un cambriolage qui aurait mal tourné? On se fait un film, on essaye de comprendre, mais on ne sait pas. Quand les premiers policiers vont arriver sur place, ils dresseront un procès-verbal en disant « on a vu un début de cambriolage ». L'hypothèse la plus vraisemblable dans un premier temps, c'est un vol, un cambriolage qui a mal tourné et les cambrioleurs, pour une raison qu'on ignore, a tué ce pauvre homme qui était en train de dormir. Marc aurait donc surpris un cambrioleur. Et c'est la raison pour laquelle il aurait été tué.
À l'arrière de l'appartement se trouve une fenêtre qui est ouverte et qui donne accès facilement à l'appartement. Il y a le fait que des tiroirs, des meubles à l'intérieur de l'appartement ont été ouverts. Peut-être qu'on est rentré par la fenêtre pendant son sommeil Sylvia Boisgelot. et que on a essayé de cambrioler, et qu'ils ont entendu du bruit ou qu'ils ont été surpris. Pour ça, je n'en sais rien. Mais la thèse du cambriolage qui tourne mal ou d'un voleur surpris en pleine action ne convainc pas tout le monde. Certes, des tiroirs de meubles étaient ouverts, mais il semblerait que peu d'objets aient été déplacés ou même emportés. Curieux cambriolage, puisqu'on va découvrir qu'il y a une somme de 13 000 € qui est toujours dans l'appartement. Dominique Demoulin, journaliste judiciaire à RTL TVI. Il y a une caméra qui n'a même pas été déballée, qui est toujours là. Il y a 2 ordinateurs qui n'ont pas été volés. Et il n'y a pas que les policiers qui ne croient pas à cette version. Yves Barbieux, journaliste spécialiste des affaires criminelles et grand connaisseur de ce type de dossier, a trouvé dès le départ cette affaire particulièrement suspecte. Car, au moment de sa mort, les experts sont formels, Marc dormait profondément. Pourquoi alors ce cambrioleur aurait-il été tué M. Delia dans son lit? Parce que selon ce que les enquêteurs ont entendu du médecin légiste, M. Delia a été tué dans une position, disons, de sommeil, et il est très peu probable que le corps ait été déplacé après le coup de feu létal. Il ne dormait pas ou ne dormait pas assez, il aurait dû être réveillé, il aurait dû y avoir une réaction de sa part, mais ici, apparemment, il n'y en a pas eu, et donc le raisonnement des enquêteurs est il n'y avait aucune raison pour un cambrioleur d'aller le tuer là où on l'a retrouvé. Les enquêteurs sont donc plutôt face à un meurtre de sang-froid. Mais qui aurait pu en vouloir à Marc au point de le tuer si violemment? Et surtout, pourquoi? Pour le savoir, ils interrogent leurs proches. Et ces investigations vont les mener sur une piste totalement inattendue. Ils découvrent, parmi les intimes de Sylvia et Marc, un couple qui va jouer un rôle capital dans le dossier. Christian Van Eken et son épouse. Ce couple déposait régulièrement leur enfant dans une crèche au sein de laquelle Sylvia travaillait. Georges Nicolis, avocat des parties civiles. Et c'est comme ça que les contacts petit à petit se sont établis entre M. Van Eken, son ex-épouse, et Mme Sylvia Boisgelot. Mais voilà, Christian Van Eken, ça n'est pas n'importe qui. C'est une personnalité très connue en Belgique. Christian Van Eken, c'est un homme politique. Il a été maire donc d'une commune de la banlieue de Bruxelles. Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Christian Van Eken. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le seul élu francophone au Parlement flamand. Pendant de nombreuses années, il est député francophone au Parlement flamand. J'ai une vue très locale sur tous les dossiers qui concernent la périphérie. Et là, ce sont des dossiers qui dépassent au-delà les clivages communautaires. C'est quelqu'un d'assez simple, qui sait s'exprimer, c'est quelqu'un qui a le contact facile. C'est donc une personnalité politique d'ampleur nationale qui entre dans l'intimité de Marc et Sylvia. L'amitié se fait de plus en plus et on devient un couple d'amis, donc on se voit fréquemment. Arrive la grossesse et Marc choisit un parrain. Donc Marc choisit Christian comme parrain pour l'autre. Et à partir de là, on va se voir de plus en plus, plus fréquemment le week-end. Et il se crée vraiment une amitié très forte entre nous. Pendant plusieurs mois, les deux couples ne se quittent plus. Mais au cours de l'année 2010, un événement malheureux jette le trouble. Christian et sa femme annoncent à leurs amis qu'ils se séparent. Ce qui ne va pas être sans conséquence sur Marc et Sylvia.
Christian et Sylvia ont commencé à travailler ensemble. Sylvia a été travailler avec Christian Van Eycken au Parlement flamand. Laurent Kennes, avocat de la défense. Elle était secrétaire du groupe parlementaire. Et donc ils se voyaient très souvent. Si souvent qu'au fur et à mesure, leurs rapports prennent une nouvelle tournure. Le député et son assistante deviennent amants. Et puis petit à petit, ils se voyaient de plus en plus souvent. Puis Sylvia, elle a commencé à découcher. Jour après jour, Sylvia et Christian entament ce qui devient, en secret, une véritable histoire d'amour. L'amour avec Christian, ça se déclare un peu naturellement. On est avec nos enfants, on fait beaucoup d'activités. On se rend compte qu'on aime beaucoup de choses en commun, qu'on a des envies communes. Et puis, je découvre pas l'homme politique, je découvre l'homme lui-même. C'est vraiment un homme qui est doux, qui est attentionné, qui est à l'écoute. J'en tombe follement amoureuse, c'est vrai. Au cœur de cette affaire rocambolesque, le député Van Eycken a accepté exceptionnellement de répondre à nos questions. Et pour lui aussi, la rencontre avec Sylvia marque un vrai tournant. On se complétait. On avait des points de vue qui se rapprochaient. On avait des objectifs qui étaient ressemblants. Christian Van Eycken. On dirait deux âmes sœurs qui se sont retrouvées et qu'on se dit, mais enfin bon, comment ça se fait qu'on ne s'est jamais rencontrés plus tôt? Et si Sylvia tombe amoureuse de Christian, c'est parce que depuis quelque temps, elle n'était plus attirée par son compagnon. Le couple battait de l'aile et Marc avait bien remarqué que leur histoire était sur le point de se terminer. Marc savait que Sylvia avait une relation avec son patron et puis il s'en accommodait, dit-elle, fort bien. Et c'est vrai que le dire à Marc n'a pas vraiment été une épreuve difficile. J'ai un peu de crainte au début, puis c'est très bien passé, il l'a bien pris. Parce que tout ce qui compte dans notre couple, c'est le bien-être de l'autre. Ça, c'est vraiment le point central. Il faut que l'un ne subisse pas les conséquences d'une séparation. Sylvia Boisgelot. Que l'autre puisse continuer à voir ses deux parents. Et donc, on décide de toujours manger ensemble jusqu'aux 8 ans de l'autre. En clair, Marc et Sylvia continuent d'habiter sous le même toit. Mais le soir, la jeune mère de famille s'éclipse. Le soir, je mets l'autre au lit. Et puis, je quitte les lieux. Je vais chez Christian. Et je reviens au petit matin. Les policiers sont souvent confrontés à des triangles amoureux qui tournent mal. Mais là, étonnamment, tout a l'air de très bien se passer. À tel point que le député est même de plus en plus présent au sein du couple. Sylvia et Marc ont acheté une maison à Tubize. Cette maison nécessite des travaux, elle est inhabitable. Et Marc et Christian vont travailler ensemble dans cette maison, alors que c'est le mari et c'est l'amant. Sylvia est formelle. Les deux hommes s'entendent comme des frères. Christian se souvient encore de cette période de complicité. Ben, j'essaie de... Les moments libres que j'ai, et Marc aussi, on essaye de faire des petits travaux pour faire la rénovation de la maison. Et on le fait ensemble. Et donc, ça se fait dans la bonne ambiance. Et on finit les travaux, on rentre et Sylvia nous a fait un bon repas. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre pour le monde extérieur, mais pour nous, c'était quelque chose de tout à fait normal. Quand ma vie change, moi, je me mets en couple avec Christian. Et on se rejoint avec Marc tous les soirs. Je fais à manger, je fais son linge, je fais les courses, je fais le ménage. Comme un couple normal, tout en étant plus un couple. Je dirais qu'on devient plus comme deux amis qui cohabitent pour le bien-être de leur enfant et qui ont chacun une relation extérieure. Car de son côté, Marc cherche du réconfort en essayant de se faire des amis en dehors de la maison. Et les policiers découvrent rapidement qu'il y a une personne en particulier qui a beaucoup compté pour lui. Il s'agit de Ludwin, rencontré au travail.
Pour nous, aujourd'hui, elle a accepté de revenir sur cette période et sur son amitié pour Marc. En fait, il allait porter du café dans la galerie où je travaillais. Et c'est tout à fait par hasard. Ludwine, meilleure amie de Marc Déléa. Je mettais des affiches sur la fenêtre et il passait et comme il voyait que j'étais petite, il m'a aidée et on a sympathisé comme ça. Tout à fait par hasard. Les policiers s'interrogent. Marc n'aurait-il pas séduit Ludwine et rendu jaloux un rival? Mais la jeune femme est formelle. Il n'y a pas eu de relation amoureuse. J'étais en couple et donc moi, il n'était pas du tout question. J'avais des sentiments profonds d'amitié et j'adorais Marc parce que c'était mon gros nounours. Mais c'est tout. Voilà, on s'appelait souvent. Mais il n'y a jamais rien eu de... Rien. La piste de l'amant jaloux est donc peu probable. Retour à la case départ pour les policiers qui n'ont toujours aucun suspect crédible. Alors, ils interrogent de nouveau Sylvia, et elle leur fait des révélations fracassantes. Selon elle, la vie de Marc n'était pas aussi lisse qu'il y paraît. Elle avait même un côté mystérieux qui pourrait bien avoir un rapport avec sa mort violente. Questionné à son tour, Christian, le député, semble du même avis. On ne connaît pas la vie de Marc. On ne connaît pas ses amis. Il voyait plus sa famille non plus depuis longtemps. Il n'y a personne qui peut nous donner un renseignement sur lui. On va parler de mauvaise fréquentation, du milieu des cafés. Il livrait du café dans les quartiers chauds de Bruxelles. Des quartiers où certains bars sont fréquentés, voire tenus, par le milieu de la mafia. Le contexte dans lequel évoluait Marc Déléa est assez particulier. Laurent Kénès, avocat de la défense. Puisque il fonctionne uniquement en cash, donc il a de l'argent sur lui. Bon, ce sont des milieux où c'est difficile à rentrer en contact. C'est l'omerta. Hein, on couvre. Selon Christian et Sylvia, les affaires de Marc n'étaient donc pas très claires. Aurait-il pu se faire des ennemis dans les quartiers chauds? Une piste qui peu à peu prend de l'épaisseur. Les policiers découvrent que, juste avant le meurtre, la voiture de Marc avait été vandalisée. Sa camionnette a été griffée, mais pas griffée n'importe comment. C'est quelqu'un qui a pris sa clé et qui a fait des grandes griffes les plus longues possibles à plusieurs égards. On ne sait pas qui fait ça et ça n'arrive heureusement pas à tout le monde. Et donc, c'est un premier élément qui permet de se dire, tiens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui en veut? Et ça n'est pas tout. Marc semblait en effet s'être préparé à se défendre. Se sentait-il en danger? On va trouver dans sa camionnette une batte de baseball. Une batte de baseball, c'est une arme. C'est une arme qu'on prend, soit parce qu'on casse la figure à quelqu'un, soit parce qu'on a peur et qu'on veut se défendre. D'autant que Sylvia, face aux policiers, révèle d'autres faits troublants. Marc était, dit-elle, un passionné de voitures, au point d'en faire un petit commerce parallèle. Aurait-il pu s'attirer des ennuis lors d'une transaction? Il achetait des pièces, et qui étaient essentiellement pour des golfs. Il achetait des pièces et il les revendait. Et dans la maison qu'il avait avec Sylvia Boisgelot à Tubize, dans le garage, il avait entreposé plusieurs véhicules et des cadavres de véhicules. Avec qui il a fait ça? Pour qui il a fait ça? Avec qui il a été en contact à propos de ça? Qui lui a fait une commande? Qui lui a acheté? À qui il a acheté? Zéro information. On n'en sait rien aujourd'hui. D'après Christian et Sylvia, Marc aurait donc eu une face cachée. Pour vérifier ces déclarations, les policiers interrogent les amis de la victime. Et là, c'est un tout autre discours.
Ça, c'est du pur mensonge. Qu'il est traîné avec de la mafia ou des gens dans la carrosserie non. Je vois pas comment quelqu'un pourrait le tuer pour un échange de pièces ça ne tient pas la route. À l'issue de cette enquête, qui va quand même prendre pas mal de temps, la police en arrive à la conclusion que Marc n'a pas des fréquentations mafieuses. Dominique Demoulin, journaliste judiciaire à RTL TVI. Et que rien, en tout cas, ne permet d'établir qu'il avait des ennemis, des gens qui lui en voulaient dans ses fréquentations professionnelles ou extra-professionnelles. Les enquêteurs ne sont pas parvenus à établir Yves Barbieux, journaliste à Het Nieuwsblad. Que quelqu'un voudrait en arriver à tenter à ses jours. Les policiers ne referment pas totalement la piste d'un contrat sur la tête de Marc. Mais force est de constater que les intuitions de Christian et Sylvia ne mènent nulle part. L'enquête est au point mort. Alors, pour tenter d'y voir plus clair, la police judiciaire réexamine la scène de crime. Et ce qu'elle va découvrir va totalement rebattre les cartes, en particulier pour Sylvia et Christian, qui vont subitement devenir les suspects numéro 1. La PJ s'est rendu compte que l'immeuble du couple était sous vidéosurveillance. Elle saisit les bandes pour savoir quelles sont les dernières personnes à avoir vu Marc vivant. Sylvia a découvert le corps de son compagnon le mardi 8 juillet. Sur les vidéos de la veille, le lundi 7 juillet, personne n'entre chez lui. Les policiers passent donc aux vidéos du dimanche 6 juillet. Et là, surprise, peu après minuit, ils voient passer un couple, et pas n'importe lequel. À 1h20, Christian et Sylvia sortent de l'appartement et de l'immeuble. On les voit passer ensemble à 1h20. Ce sont donc les dernières personnes à avoir vu M. Deléa en vie. Cette découverte laisse les enquêteurs sans voix, car les deux amants n'ont pas évoqué cette dernière rencontre. Alors, que s'est-il passé lors de cette fameuse nuit? Face aux policiers, voici ce que racontent Christian et Sylvia. La dernière fois que nous avons vu Marc, c'était une soirée à nouveau, comme il y en a des dizaines. Christian Van Eken. On avait joué à un jeu, je crois le Scrabble. Et bien à un certain moment, on a décidé de partir comme ça se faisait les derniers temps déjà. Tout ce que je peux dire, c'est voilà, je quitte l'appartement avec mes affaires, comme d'habitude. Sylvia Boisgelot. Ce n'est pas une heure inhabituelle à laquelle je quitte l'appartement le soir. Selon Christian et Sylvia, tout se serait donc bien passé. Mais les policiers veulent vérifier ce témoignage. Car pour eux, la clé du mystère pourrait bien se trouver dans cette soirée. Alors, ils décident d'auditionner les voisins de la victime. Et ils découvrent avec stupéfaction qu'en réalité, la cohabitation à trois ne fonctionnait pas du tout. Pire, elle dégénérait souvent, disent-ils, en pugilat. Selon ce que les enquêteurs ont pu récolter tant dans la téléphonie, dans les textos, que dans les déclarations du voisinage, et il y avait quand même régulièrement des querelles dans le couple Boisgelot-Deléa. On le traitait de con, de porc, de cocu, enfin, et des choses dans ce genre-là. Donc ce n'était pas aussi rose qu'il ne semblait. Même sa meilleure amie, Ludwine, se souvient très bien du malaise de Marc durant la période précédant sa mort. Quand on se voyait, c'était un rayon de soleil pour lui. Ludwine, meilleure amie de Marc Deléa. Chez lui, c'était un calvaire. Quand il se téléphonait que j'étais là,
Et qu'elle criait tout le temps, elle criait tout le temps dessus. Et ça m'énervait. Je lui avais même dit, mais enfin, comment tu peux te laisser faire comme ça? C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Il n'avait pas envie de rentrer. Il n'avait pas envie de rentrer. Les témoignages s'additionnent et se recoupent. La version de Christian et Sylvia, qui présentait une cohabitation harmonieuse à trois, a vraiment du plomb dans l'aile. Ce qui est clair, c'est que leur couple ne fonctionnait plus. Les voisins entendaient régulièrement des disputes, il y avait des éclats de voix. Il paraît évident qu'elle ne le supportait plus. Bon, elle le traitait de tous les noms, elle estimait que c'était une loque, qu'il était sale, qu'il sentait mauvais. Enfin bon, il y a des choses horribles. Bon, elle a un peu un langage de charretier aussi, hein. D'ailleurs, les seuls soirs où Sylvia ne déserte pas le domicile, elle communique avec son amant en se moquant ouvertement de Marc. Le contenu des messages est extrêmement choquant. Georges Nicolis, avocat des parties civiles. On y retrouve des messages d'ordre sexuel. Sylvia qui s'amuse le soir alors qu'elle est dans le lit conjugal et que son époux est en train de dormir. Elle échange des SMS avec Christian Van Eyck où elle évoque ses envies sexuelles du moment. Et donc on est vraiment dans du... pas très joli, quoi, en tout cas. En examinant ces échanges, les policiers comprennent que plus rien n'allait dans cette cohabitation à trois. Alors ils s'interrogent. La soirée du 6 juillet ne se serait-elle pas terminée par une dispute qui aurait mal tourné? Ils se focalisent donc sur tous les événements survenus dans l'immeuble ce dimanche fatal. Et ils relèvent de drôles de coïncidences. Ça confine au miracle. Cette nuit-là, le concierge est absent alors qu'il prend une semaine de congé sur l'année. Dominique Demoulin, journaliste judiciaire à RTL TVI. C'est justement la semaine où il est absent. La fille de Sylvia Boisgelot et de Marc Deléa n'est pas dans l'appartement du couple. La petite dort tous les soirs avec son papa à l'appartement, avec les chiens. En face de l'appartement vit le concierge. Ce soir-là, il n'est pas là. Ce soir-là, la petite n'est pas là. Les chiens sont pas là. Des coïncidences qui, petit à petit, mis les unes à côté des autres, vont constituer des indices pour les enquêteurs et qui vont les pousser à fouiller toujours un peu plus loin. Une série de coïncidences qui alertent immédiatement les enquêteurs. Il semblerait que le meurtrier ait très exactement choisi le jour le plus favorable pour commettre son crime. Mais encore faut-il l'identifier. Alors pour faire avancer leur enquête, les policiers lancent un appel à témoins au niveau national. Et ça marche. Quelques semaines après le meurtre, une personne qui fréquente Sylvia, Marc et Christian depuis des années se présente spontanément à la police. Dans ce groupe de personnes-là, ils font appel à une pédicure. Laurent Kénès, avocat de la défense. Ça fait longtemps qu'elle va chez eux, qu'elle soigne leurs pieds, et donc ils sont devenus un peu amis. Elle se confie à Sylvia Boisgelot, et dans l'autre sens aussi, Sylvia Boisgelot lui raconte sa vie sentimentale notamment. Et un jour, cette pédicure va dire que 2 ans avant le décès de Marc Deléa, elle a eu une conversation avec Sylvia Boisgelot, et Sylvia Boisgelot lui a dit « Je n'en peux plus de Marc ». Et elle lui aurait dit à ce moment-là « Tu connais pas quelqu'un pour l'éliminer ?» Alors, cette podologue, évidemment, elle a été extrêmement surprise, choquée même par cette question, en disant qu'est-ce qu'elle imagine que moi je connais des malfaiteurs qui sont prêts à tuer quelqu'un. Elle reste sans voix quasiment, elle a rien à dire à Sylvia Boisgelot. Après l'incroyable suite de coïncidences observées le jour du meurtre et les révélations sur les disputes fréquentes entre Sylvia et Marc, ce nouveau témoignage
convainc les policiers de passer à l'action. Le 8 juin 2015, 11 mois après le meurtre, ils décident d'interpeller Sylvia. Christian Van Eycken, lui, bénéficie de l'immunité parlementaire et n'est pas encore inquiété. Et là, il me demande si je suis d'accord d'aller faire une audition. Ce que j'accepte. Sylvia Boisgelot. Je dis simplement à Christian tout à l'heure. Et quand je suis dans la voiture de police devant chez moi, on me dira, voilà, vous êtes en état d'arrestation. Pour Sylvia, c'est le choc. Et elle nie tout en bloc. Je pense que j'ai pas réalisé directement ce qu'on m'a dit. J'ai pas compris. Alors ils vous mettent dans leur camionnette, ce qu'on appelle le panier à salade. Et on part avec des policiers qui vous conduisent à la prison. Dès l'arrestation de Sylvia, la presse s'empare de l'information et braque tous ses projecteurs sur son compagnon, le député Christian Van Eycken. Mais lui aussi dément toute implication dans la mort de Marc. Bon, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait, Christian Van Eycken. on avait un article dans la presse pour dire « Ah, mais le député et sa maîtresse, les députés et sa maîtresse, ceci et cela, quoi. » Les policiers sont persuadés que Sylvia a quelque chose à voir avec la mort de Marc. Désormais, leur objectif est donc d'obtenir des aveux. Les auditions durent longtemps, elles durent des heures et des heures et des heures. On a l'impression seulement même qu'on veut nous fatiguer, on veut nous exténuer pour que l'on avoue en fait quelque chose qu'on n'a pas fait. Ils cherchent à tout prix des aveux. Ils cherchent à pouvoir boucler leur dossier à tout prix. Mais voilà, Sylvia continue de clamer son innocence. Et les policiers n'ont aucune preuve formelle contre elle. Pas d'armes, pas d'empreintes, seulement des indices et un témoignage. Il n'y a aucun élément, aucun indice clair et net qui pourrait dire qu'on était là. La seule chose, effectivement, ils disent « Ah, vous êtes les derniers à l'avoir vu, donc vous l'avez tué. » Je dis « Ça, c'est un peu court. » Alors, pour faire avancer leur dossier, les policiers tentent une ultime carte, le détecteur de mensonges, une procédure permise en Belgique si les suspects sont d'accord. On commence à imaginer que ce serait bien elle la coupable, qu'on va lui proposer, on va lui proposer de passer le test du détecteur de mensonges. Évidemment, je vais accepter mon détecteur de mensonges. Je vais accepter parce que j'ai rien à me reprocher. Donc je me dis allons-y, comme ça après ils me laisseront tranquille, ils verront que j'ai pas menti. Mais Sylvia est fébrile, car l'enjeu est de taille. Et ce test peut tout changer. On vous retrouve dans une petite pièce avec quelques caméras au-dessus. On a pas mal de câbles sur soi pour voir les battements de cœur, la tension, il y a des capteurs au doigt. Moi, j'ai trouvé ça assez perturbant. Pour Sylvia, l'angoisse monte d'un cran, car elle se met à craindre, avec raison, les résultats. Le test du détecteur de mensonges va permettre à l'analyste Georges Nicolis, avocat des parties civiles. de conclure qu'elle mentait sur les faits qui lui étaient reprochés. Et c'est là qu'il revient en me disant non, à la question avez-vous tiré sur Marc Deléa? Même quand je disais non, mon corps disait oui. Et donc j'ai menti. Et là je comprends pas, parce que j'ai pas menti. J'ai pas tiré sur le père de ma fille. Aussitôt, les enquêteurs informent Christian Van Eycken du résultat. Mais moi, je sais que c'est faux, que votre appareillage, c'est du pipeau, parce qu'elle n'a rien fait. Moi, j'en mets ma main à couper, j'en mets dans le feu, parce qu'elle n'a rien fait. Pour le député, c'est la spirale infernale. Sa compagne reste en prison, tandis que lui s'attend à la rejoindre, car son immunité parlementaire a finalement été levée. Et le 20 juin 2015, tout s'accélère.
Et je crois que c'est vers 6 heures du matin que bon, boum, 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 on vient frapper à votre porte. Je descends, j'ouvre et je me retrouve face à une pléiade de policiers. Et là, je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, mais on vient faire une perquisition. Des enquêteurs, je dis, mais qu'est-ce que vous cherchez? Mais enfin, vous n'avez pas compris? On cherche l'arme. Ah, on cherche l'arme. Les policiers n'ont toujours pas l'arme du crime. En revanche, ils découvrent des éléments troublants qui révèlent chez le couple suspect une fâcheuse tendance à la manipulation. Et on découvre dans l'ordinateur de M. Van Eycken un fichier. Yves Barbieux, journaliste à Het Nieuwsblad. Et dans ce fichier, on découvre en fait les différentes étapes qui ont mené à produire un faux diplôme au nom de Madame Boisgelot. Un faux diplôme qu'ils avaient toutes pièces falsifiées pour lui permettre d'être embauché comme assistante parlementaire et donc de percevoir pendant des années des traitements qui ne lui étaient pas dus. Certes, l'escroquerie est mineure, mais quand les enquêteurs questionnent Sylvia, elle a une réaction surprenante. Elle met tout sur le dos de la victime. Et c'est vrai que par facilité, le papa de Ralol m'a proposé, enfin le papa de ma fille, m'a proposé qu'il allait s'arranger. Et c'est vrai, j'ai accepté le document qu'il avait falsifié. Et c'est ainsi que je l'ai donné à mon employeur. Qu'est-ce qu'on lui met pas sur le dos à ce pauvre Marc? On lui reproche aujourd'hui d'avoir poussé la maman de sa fille, qui entretenait une relation sentimentale avec Christian Van Eycken, à faire un faux diplôme pour pouvoir se faire embaucher par son amant. Mais dans quel but? Dans récolter personnellement les fruits, mais Sylvia vivait déjà avec Christian. Sylvia faisait tout ce qu'elle avait envie avec Christian. Donc si ça a été fait, ça n'a été fait que dans le but de leur permettre à tous les deux d'en tirer un profit. Sylvia apparaît de plus en plus aux enquêteurs comme une femme manipulatrice. Mais un mystère demeure. Le mobile. Pour quelle raison aurait-elle tué Marc? Les policiers se replongent alors dans le dossier et ils remarquent les photos de la maison en cours de restauration, une villa estimée à 400 000 €. Lorsque Sylvia et Marc décident d'acquérir cette villa à Tubize, ils vont dès le départ décider de ce que le propriétaire ne sera que Sylvia, mais que Marc rentrera aux côtés de Sylvia comme co-emprunteur. Donc ce qui veut dire que ça protège complètement l'un de l'autre conjoint. Laurent Kénès, avocat de la défense. On paye une assurance un peu plus chère, mais ça permet en cas de décès de l'un ou de l'autre qu'il n'y ait plus rien à rembourser. En clair, si Marc décède, Sylvia récupère la maison sans débourser un centime grâce à l'assurance. Puis ils diront que ce sera l'achat d'une maison. Et que donc je voulais obtenir la maison et que c'est pour cette raison que j'aurais tué Marc. Il y a cette maison à Tubize dans laquelle ils vont aller vivre. Et Marc Deléa, plutôt que de dire « bon, bah allez vivre votre vie, soyez heureux, je me casse », non, il dit « bah non, il n'en est pas question ». Dominique Demoulin, journaliste judiciaire à RTL TVI. Moi, je vais aller habiter dans le garage. Comme ça, je continuerai à voir ma fille tous les jours. Donc ça, c'est insupportable. Si vraiment elle ne peut plus, elle peut plus le sentir, elle peut plus le voir, elle peut plus le toucher, elle peut plus, elle veut plus qu'il soit dans sa vie. Après 11 mois d'enquête, Christian et Sylvia sont mis en examen pour meurtre avec préméditation et placés sous contrôle judiciaire. Le dossier est bouclé, avec comme indice principal la vidéosurveillance de l'immeuble qui a filmé le couple la nuit du meurtre.
c'est le seul élément matériel contre eux. Mais alors que le procès approche, une nouvelle information explosive se retrouve à la une des médias. On apprend 3 jours avant le début de ce procès, ils sont tous les deux inculpés comme ayant été donc à l'origine d'une destruction d'un des supports numériques d'une des pièces à conviction qui établissait qu'ils sortaient bien de cet appartement à 1h19. En effet, les accusés et leurs avocats ont demandé à revisionner ces images de vidéosurveillance. Mais après leur passage au palais de justice, les employés du greffe font une curieuse découverte. En fait, on nous dit que nous avons détruit le disque dur sur lequel se trouvait l'enregistrement de la vidéosurveillance. Christian Vaneken. Un jour, on visionne le matin, on a une odeur de quelque chose qui a surchauffé. Ils essayent, ah non, ça ne fonctionne plus. Puis tout à coup, on nous dit, ah mais c'est vous qui avez détruit l'appareil. On aurait, vraiment comme James Bond, en moins de 3 minutes, ouvert un boîtier, mettre un pyrograveur, brûler un endroit de cet appareil de lecteur pour l'avoir détruit. On peut imaginer que Sylvia Boisgelot et Christian Vaneken ne savaient pas que ces pièces étaient dupliquées ou en copie, évidemment, mise à l'abri au greffe tribunal correctionnel. Georges Nicolis, avocat des parties civiles. Et on peut parfaitement imaginer qu'ils aient voulu faire disparaître la preuve par A plus B de leur culpabilité. Une enquête est toujours en cours à ce sujet. Mais à quelques jours des premières audiences, cette histoire va peser lourd contre le couple. On y va, mais on a très peur. Sylvia Boisgelot. Et moi, personnellement, j'ai très très peur. Parce que je sais les enjeux. J'ai une petite fille qui, à ce moment-là, a 13 ans. Et j'ai peur. Le procès s'ouvre le 10 août 2019 au tribunal de Bruxelles. Et c'est quitte ou double. La défense plaide l'acquittement pur et simple, faute de preuves. Tout va donc se jouer sur la personnalité des accusés. S'ils arrivent à convaincre la cour de leur innocence, ils pourraient ressortir libres. Mais la première audience commence mal. Christian a eu 4 enfants de son premier mariage, dont une petite fille handicapée. 2 d'entre eux viennent à la barre et leurs témoignages sont accablants. Ils ont dépeint un personnage absolument abominable. Les enfants sont personnellement venus 20 ans après les faits, attester, se souvenant parfaitement bien des violences tant psychologiques que physiques qu'ils avaient pu subir de la part de leur père. Ce témoignage était interpellant, parce que pourquoi est-ce que des enfants viendraient dire... Dominique Demoulin, journaliste judiciaire à RTL TVI. Mon père, il était extrêmement violent, au moins en parole, et notamment vis-à-vis de notre sœur qui était handicapée et qu'il traitait d'andique, de grosse, et qu'il méprisait. Leur petite sœur a été, sous le coup d'un jeu ou d'un énervement du papa, balancée du haut d'un escalier dans sa chaise roulante. Ça dénote un peu le profil et le personnage qu'on a en face de nous. Dans le palais de justice, un silence de plomb s'abat sur la salle d'audience. Christian sent le vent tourner. À quoi sert juste de me dessiner un costume de quelqu'un de méchant, de violent, qui n'a rien à voir avec le dossier? C'est avec des éléments pareils qu'on nous fait un procès d'intention. Les témoignages se succèdent et au fil des débats, l'image de Sylvia et Christian s'assombrit. Mais ce qui frappe, c'est qu'ils sont extrêmement sûrs d'eux.
Et chaque fois qu'un témoin n'ira pas dans leur sens, ils vont tenter de décrédibiliser ce témoin. La podologue, ils vont expliquer que, qu'est-ce qu'elle raconte, elle est folle. L'amie de Marc Deléa, elle en était amoureuse et elle était jalouse, donc après elle vient se venger. Donc tous ces témoins, à leurs yeux, sont des mythomanes, des fous, des gens qui racontent n'importe quoi, qui leur en veulent, qui les détestent, parfois pour des raisons qui paraissent totalement obscures et tellement débiles qu'on ne peut pas y croire. Ils ont continué à avoir cette même attitude devant la cour, n'hésitant pas à mentir. Il est vrai que des experts, dans leur rapport, ont décrit tant M. Van Eycken que Mme Bajlou Yves Barbieux, journaliste à Het Nieuwsblad. Comme des gens manipulateurs, des gens qui voulaient absolument diriger la manœuvre et atteindre ce qu'ils s'étaient mis comme but. Au terme des débats, la défense insiste sur l'absence de preuves formelles. Mais les indices, et surtout les témoignages sur la personnalité des accusés, font basculer le procès. Le 3 septembre 2019, la Cour se retire pour délibérer. Quelques heures plus tard, le verdict tombe. À l'issue de cette procédure de 3 semaines, ils ont été condamnés à 27 années d'emprisonnement. Reconnus coupables de meurtre avec préméditation, ils sont pourtant restés libres, car ils ont fait appel. Et c'est à cette occasion que nous avons pu les interviewer. Mais 2 autres procès sont venus confirmer la première décision, avec une peine ramenée à 22 ans pour elle et 20 pour lui. Ils dorment donc dorénavant en prison. Pour les proches de Marc, justice a été rendue. En fait, il ne méritait pas ça. Il était tellement gentil qu'il ne méritait pas ça. Ludwine, meilleure amie de Marc Deléa. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Marie Varnereau. Nous sommes à Mincy, en Seine-et-Marne. En février 2014, la jeune Marie Varnereau, 17 ans, est retrouvée morte dans son appartement. L'adolescente a été droguée puis étouffée. Anita, sa maman, est dévastée. D'après elle, sa fille aurait été victime d'un odieux chantage. Pourtant, les enquêteurs vont découvrir que la vérité est à la fois plus simple, mais aussi beaucoup plus tragique qu'ils ne l'imaginaient. Que s'est-il réellement passé derrière les murs de ce petit appartement? Anita, la mère de famille, a-t-elle vraiment dit tout ce qu'elle savait? La réponse, aussi terrible qu'inattendue, dans ce podcast inédit de Chronique criminelle. En Seine-et-Marne, à seulement 1 heure de Paris, Mincy est une commune qui compte près de 2000 habitants. C'est vraiment un tout petit village, avec un clocher au milieu. Enfin, vraiment, c'est assez typique de la Seine-et-Marne. Clémence Huguet, amie de Marie. Ouais, c'est assez isolé quand même.
Ce qui peut paraître étonnant quand on est à 4 km de Melun. Jean-François Calteau, journaliste à la République de Seine-et-Marne. C'est un village qui a conservé un peu son âme, résidentiel, typique et relativement traditionnel, en tout cas réputé pour sa quiétude. C'est au cœur de ce village que vit depuis toujours Marie Varnereau. À 17 ans, l'adolescente profite pleinement de la vie en compagnie de ses meilleurs amis, Sylvain et Clémence, tous deux rencontrés sur les bancs du collège. On était assis l'un à côté de l'autre en classe de français. Sylvain Huguet, ami de Marie. Et on a tout de suite rigolé sur des blagues nazes auxquelles on rigole quand on a 12 ans. Et de là a démarré une superbe amitié. Marie, c'est une amie loyale, très très sincère, parfois trop sincère. Marie, c'est quelqu'un, pour moi, de profondément gentil. Elle a un grand sourire, avec un écart entre les dents de devant. Mais elle a un sourire tellement, je sais pas, communicatif. Ouais, si elle rigole, tout le monde rigole, quoi. C'est vraiment elle qui fait tout le temps les blagues, qui prend votre téléphone et qui le cache. C'est un petit rayon de soleil et en même temps, je pense que c'est quelqu'un de solitaire, vraiment au fond. Marie vit avec sa mère, Anita, mais elle n'a jamais connu son père. Marie est née d'une brève relation sentimentale. Alizée Cervello, avocate des parties civiles. Sa mère, Anita, a été avec le père de Marie quelques mois. Ils ne vivaient même pas ensemble, ils se sont rencontrés sur leur lieu de travail. Marie a grandi sans son père. Son père dit qu'il a tenté de la voir, qu'il a tenté de la rencontrer. Avi Biton, avocat des parties civiles. Mais que la mère, Anita, l'en a empêché. Anita, au contraire, dit qu'elle aurait bien voulu que la fille connaisse son père, mais que le père aurait disparu. C'est donc seule qu'Anita Varnereau élève sa fille. Mais au quotidien, elle peut aussi compter sur sa propre mère, qui vit non loin de là et qui l'aide souvent avec Marie. Je pense qu'effectivement, elle prend pleinement son rôle de mère à cœur, puisque c'est elle qui va élever sa fille. Je sais que Marie a toujours vécu avec sa mère, qu'elle est très proche de sa grand-mère, qui vit proche de chez elle. Mais depuis 5 ans, la mère de famille est moins présente pour sa fille. Et pour cause, elle a rencontré un homme et passe beaucoup de temps avec lui. Anita Varnereau laisse sa fille vivre dans leur appartement toute seule pendant qu'elle vit avec son compagnon. La mère de Marie passe très régulièrement, quotidiennement, pour passer l'aspirateur, remettre à manger dans le frigo et l'emmener, par exemple, à l'école ou je ne sais où. Elle est là apparemment tous les jours pour apporter les produits de base, la nourriture. C'est elle aussi qui honore les factures, qui paye le loyer. L'absence de sa mère, c'est une aubaine pour Marie. La jeune fille en profite pour inviter régulièrement ses amis chez elle. On est venu assez souvent chez elle et on s'est toujours très très bien amusé. C'était toujours un bonheur de venir avec elle. On se retrouve dans l'appartement, on mange du chocolat et on écoute Michael Jackson. Mais en même temps, il y a quand même cette situation familiale qui fait qu'on s'interroge sur ce qui se passe dans sa vie, quoi. En septembre 2013, Marie prend une décision radicale. Elle décide de ne plus aller au lycée et de poursuivre ses études par correspondance. Studieuse, la jeune fille met alors tout en œuvre pour obtenir son baccalauréat. C'est quelque chose qu'elle a pris très au sérieux. On l'a vu plusieurs fois vraiment avec ses bouquins sur la table, relire des fiches, etc. Je sais qu'elle essaye de rester quand même accrochée à ses études et de viser un diplôme pour pouvoir être plus stable dans la vie active plus tard. Mais ces cours par correspondance inquiètent sa mère. Elle craint de voir Marie abandonner en cours d'année. Elle est désespérée quand elle découvre que sa fille ne va plus au lycée. Elle-même, je crois, a abandonné ses études très tôt, je crois, en 6e, enfin vraiment très très tôt. Anita, c'est quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Elle vit de petits boulots. Finalement, à droite, à gauche, elle va faire des ménages dans des résidences autour de chez elle.
Elle se dit donc qu'elle n'a pas envie de voir sa fille renouveler la même bêtise. Et je crois que c'est d'ailleurs entre elles un vrai sujet de discorde. Les études ne sont pas les seules sources de disputes entre la mère et la fille. Anita reproche aussi à l'adolescente d'être trop fêtarde. Il y a des tensions sur les modes de vie, c'est-à-dire le fait que Marie Varnero vit en horaire décalé. Elle dort le jour, elle vit la nuit. On apprendra qu'elle sort beaucoup. Donc ça, je crois que c'est pas pour plaire à sa mère. Ah ouais, les nuits blanches avec Marie, c'était assez fréquent. Ouais. Et lorsqu'elle ne sort pas, Marie passe la nuit à discuter sur les réseaux sociaux. Ça lui arrive de nous envoyer des messages la nuit, mais bon, comme nous on dort, on répond pas, du coup... On voit quand elle a été connectée ou pas pour la dernière fois, et c'est vrai que je la voyais beaucoup passer de temps, on va dire très tardivement, sur Internet. On pouvait passer des nuits entières à chatter avec X ou Y, de tout et de rien, c'était pas très intéressant. Ce comportement agace Anita, qui le fait clairement comprendre à sa fille. Et les disputes se multiplient. C'est une relation entre une ado rebelle et une maman qui veut tenir son ado rebelle. Mohamed Diarra, ami de Marie. C'était pas des relations violentes physiquement, mais le débit montait assez rapidement. Je pense que quand même elle aime beaucoup sa mère. Et non, je pense qu'elles ont une relation parfois tendue, mais pas plus que ça. Malgré tout l'amour qu'elles se portent, Marie et Anita n'arrivent plus à se comprendre. La mère de famille ne le sait pas encore, mais bientôt, elle n'aura plus l'occasion de se réconcilier avec sa fille. C'est 3 jours avant les 18 ans de Marie, le 17 février 2014, que leur vie va basculer. Comme tous les jours, Anita est passée voir sa mère qui vit à quelques centaines de mètres de l'appartement de Marie à Mincy. Lorsque, tout à coup, son téléphone sonne. Elle décroche son portable et une voix va lui dire « On a tué ta fille parce qu'elle nous a contaminés. » Elle dit « Mais ça va pas te dire ça. » Elle raccroche. Elle dit à sa mère « On a tué Marie. » À ce moment-là, Anita se met à crier et dit à sa mère « Viens vite, ils ont fait du mal à Marie. » Et donc, les deux femmes se précipitent, courent pour aller au domicile de Marie, qui n'est pas loin. Anita part directement pour aller vérifier si ce qu'on lui a dit au téléphone est vrai. Sa grand-mère essaye de suivre comme elle peut. Et lorsque la mère de famille pénètre chez l'adolescente, c'est une scène d'horreur qui l'attend. La porte de sa fille est ouverte. Jean-François Calteau, journaliste à La République de Seine-et-Marne. Comme si quelqu'un était rentré puis sorti précipitamment. L'appartement est composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Alizée Cervello, avocate des parties civiles. Et la chambre de Marie est à l'étage. Anita va monter à l'étage et elle va découvrir le corps de Marie, sans vie, sur son lit. Marie a la tête emballée dans une thé d'oreiller. Des coussins lui recouvrent également le visage. Elle se jette sur le corps de sa fille, qu'elle l'enlace, qu'elle la secoue, qu'elle pleure. Mais ce n'est pas elle qui appelle les secours avec son téléphone portable. C'est la grand-mère qui va sortir de la maison et qui va se rendre au café d'en face pour appeler les secours. Des policiers du commissariat de Melun, accompagnés par les secours, arrivent aussitôt sur les lieux. Ils ne peuvent que constater la mort de la jeune fille de 17 ans. Et immédiatement, ils jugent ce décès suspect. Le parquet arrête tout de suite et dit « Bon, écoutez, on va tout de suite appeler. » Michael Reinhardt, ancien enquêteur à la brigade criminelle de Versailles. Et saisir la brigade criminelle de Versailles. La commandante de police Stéphanie Duchâtel se souvient parfaitement du moment où elle a été avertie du drame. En milieu d'après-midi, on a été appelé par le représentant du parquet du tribunal de grande instance de Melun
Vu le caractère au moins mystérieux de la mort de Marie, le parquet a décidé de saisir la brigade criminelle de mon service. Stéphanie Duchâtel, commandante de police à la brigade criminelle de Versailles. La particularité peut-être dès le départ, c'est quand même la jeunesse de la victime. Marie Varnero, quand elle décède, elle n'a pas encore 18 ans. Donc c'est vrai qu'on n'est pas tellement habitué quand même à avoir des victimes aussi jeunes. Les enquêteurs de la PJ de Versailles partent immédiatement pour Mincy. Quand on arrive sur place, donc là on décide, toi tu fais ça, et ensuite on définit les rôles. Des personnes vont partir auditionner les gens, les témoins, la personne qui découvre le corps, et d'autres, c'était mon cas, de commencer les constatations à l'intérieur de l'appartement. Et dès leur arrivée, les policiers notent un premier élément important. La première chose, c'est que aucune porte n'est fracturée. La porte d'entrée qui amène à l'étage n'est pas fracturée, et la porte de l'appartement de Marie, de la victime, n'est pas fracturée non plus. Alors que la mère de la victime, choquée, attend des informations, les enquêteurs se rendent à l'étage de l'appartement. Et donc là, effectivement, je constate pour la première fois que le corps de Marie Varnero est tendu juste en petite culotte seulement, sur son lit. En attendant les conclusions du médecin légiste qui examine le corps de la victime, les policiers inspectent le reste de l'appartement. Dans le salon, des objets qui jonchent le sol. Il y a beaucoup d'affaires qui sont éparpillées sur la table. Je me rappelle voir un sac à main renversé avec des affaires vraiment qui jonchent le sol. Les autres pièces, donc cuisine, salle de bain, toilette, ne sont pas du tout dérangées. Il n'y a pas de traces de désordre, il n'y a pas l'air d'y avoir eu une lutte particulière. Fébrile, la mère de la victime assiste aux investigations sans rien dire. Elle est assez fermée, elle attend, assise sur une chaise en fumant des cigarettes. C'est dans la cuisine qu'un premier élément retient l'attention des enquêteurs. Des résidus de comprimés écrasés sur l'évier. La police judiciaire remarque des traces de poudre. Avis Biton, avocat des parties civiles. À côté d'un couvert qui pouvait laisser penser à un suicide médicamenteux. L'hypothèse du suicide peut être retenue aussi si l'on considère la façon de vivre de Marie, qui vit dans sa bulle, addicte aux réseaux sociaux, mais parfois aussi un peu fêtarde, peuvent laisser penser à un tempérament un peu dépressif. Mais à la suite des premières constatations effectuées par le légiste, l'hypothèse du suicide s'effondre. Et les conclusions du médecin sont sans appel. Le décès de l'adolescente est d'origine criminelle. Le médecin légiste regarde et constate autour de la lèvre et à l'intérieur des lèvres des pétichies. Donc en fait, c'est des petits hématomes à l'intérieur des lèvres, également sur les gencives, et aussi constate des traces au niveau de la gorge. On peut supposer qu'effectivement, dès le départ, elle a été a priori étranglée et ou étouffée avec la tête d'oreiller autour de la tête et les oreillers sur la tête. Le meurtre ne fait désormais plus aucun doute. L'appel reçu par Anita Varnero n'était donc pas un canular. Anita Varnero, elle va directement parler aux enquêteurs du fait qu'elle a eu cet appel où le tueur lui dit « J'ai tué ta fille, on a tué ta fille parce qu'elle nous a contaminés ». Anita explique alors aux enquêteurs que sa fille souffre de l'hépatite B depuis plusieurs mois. Il est donc tout à fait plausible qu'elle ait pu transmettre ce virus à quelqu'un. Donc on peut se dire, bah oui, effectivement, le message qu'elle a reçu, Anita, c'est peut-être pour dire, ta fille m'a contaminé, entre parenthèses, de l'hépatite, par l'hépatite, du coup je l'ai tuée. Le premier réflexe des collègues, c'est de dire, très bien, donnez-nous votre téléphone, on va travailler dessus pour essayer de remonter l'auteur de cet appel que vous avez reçu. Pour nous, c'est hyper important. Parce que, reprendre la trace et l'origine de cet appel, c'est hyper important. Désespérée par le décès soudain de sa fille, Anita Varnero commet alors une terrible maladresse. Avant de remettre son téléphone aux collègues, elle fait une fausse manipulation qui vide tout le contenu de son téléphone.
Anita va expliquer « Ah, mais c'est une fausse manipulation, je fais ça par réflexe, j'efface systématiquement mon journal d'appel et mes messages. » Donc le journal d'appel, par exemple, on ne l'a pas, les textos, on les a pas. L'effacement des données du téléphone d'Anita complique d'emblée les investigations. Et pour remonter jusqu'à l'auteur de l'appel, le portable de la mère est envoyé dans un service spécialisé. Alors que les constatations dans l'appartement de la victime se terminent, Michael Reinhardt s'étonne de ne pas avoir retrouvé le téléphone portable de l'adolescente. Donc ça nous embête parce qu'on se dit, l'auteur du crime l'a pris. Pourquoi? Et on ne retrouve pas non plus le trousseau de clés de Marie. C'est pas logique tout ça, c'est pas logique. Il n'y a rien de logique. Dès le lendemain du meurtre, le 18 février 2014, le corps de Marie Varnereau est autopsié. L'enquête vraiment débute. On attend beaucoup de l'autopsie parce que là, on est un peu dans l'expectative. Selon le médecin légiste, le décès de la jeune fille remonte à la veille entre 9h du matin et midi. Il a été formellement déterminé que Marie était morte effectivement étranglée, même si il a pu avoir un mélange d'étranglement et d'étouffement avec les oreillers et la tête d'oreiller. La cause de sa mort, c'est l'étranglement. Et ce n'est pas tout. L'autopsie va aussi révéler que le meurtrier a tout fait pour que l'adolescente ne puisse pas s'en sortir vivante. Marie a absorbé une dose létale d'un hypnotique, le zolpidem. Alizée Cervello, avocate des parties civiles. Qui est donc un médicament pour dormir. Elle a pris plus de 10 fois la dose thérapeutique. Donc en gros, avant d'être étranglée, Marie, elle a été droguée en suffisamment forte quantité. Stéphanie Duchâtel, commandante de police à la brigade criminelle de Versailles. Pour que la dose de somnifère qu'elle a absorbée puisse la mettre dans un sommeil très profond. Comme si son agresseur avait voulu l'empêcher de bouger et de se défendre. La prise de médicaments et de somnifères explique directement l'absence de lutte ou de traces vraiment de marques de griffures, de coups. Michael Reinhardt, ancien enquêteur à la brigade criminelle de Versailles. Où là, si quelqu'un va essayer de vous étrangler ou de vous étouffer, vous allez vous battre, vous allez avoir des traces très 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 fortes, des marques. Marie, elle s'est pas défendue du tout, et on peut imaginer qu'au moment où elle a été étranglée, elle était déjà dans un sommeil très profond, voire un coma qui a empêché toute réaction de sa part. Le mobile du crime semblait tout trouver, mais les conclusions du légiste viennent tout remettre en cause. Pour le médecin, il est impossible que Marie ait contaminé qui que ce soit. En fait, l'autopsie de Marie va révéler que Marie n'avait aucune maladie transmissible d'aucune manière que ce soit. Vu qu'au départ, le message vocal de cet individu non identifié qui parle d'une contamination, on se rend compte qu'après, avec l'autopsie, avec les analyses biologiques, qu'en fait, non, elle est pas malade, en fait. Donc là, on est un peu perdu. Une seule certitude, le tueur avait tout calculé pour aller au bout de son plan machiavélique. On passe là en assassinat, c'est-à-dire que le meurtre a été programmé, puisque le fait de lui faire absorber des somnifères avant de l'étrangler, ça suppose quand même une certaine construction intellectuelle du meurtre. Il y a eu de la préméditation. D'ailleurs, on se dit que la personne qui a tué Marie, c'est horrible ce qu'on va dire, mais a voulu la finir en fait. A voulu être sûr qu'elle soit morte. Alors, qui a pu s'en prendre à Marie Varnereau de la sorte? Pourquoi vouloir tuer cette adolescente, a priori sans histoire? Pouvait-elle cacher des secrets qui expliqueraient un tel meurtre? À Mincy, la nouvelle du décès de la jeune fille se répand. Clémence se souviendra toujours du moment où elle a compris que sa meilleure amie venait d'être tuée. J'ai reçu un message d'une camarade en commun du collège. Clémence Huguet, amie de Marie. Et du coup, elle m'appelle et elle amorce vraiment très doucement sa phrase en me disant
Je suis désolée, ce n'est pas à moi de te dire ça, mais Marie est morte, on l'a retrouvée chez elle. J'ai appris le décès de Marie par sa meilleure amie. Mohamed Diarra, ami de Marie. Je peux même pas mettre de mots dessus parce que c'est des sentiments que, à cet âge, on ne s'imagine pas vivre. C'est comme si le temps n'existait plus, c'est comme si les choses s'étaient arrêtées. Sylvain Huguet, ami de Marie. Et c'est encore plus compliqué parce qu'on a envie que ça s'arrête. C'est très dur. C'est château de cartes qui s'effondre et puis je me dis qui, comment, pourquoi. J'ai vraiment une énorme période où je suis dans l'incompréhension la plus totale. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre dans ma tête que des points d'interrogation. Je ne la connaissais pas avoir des ennemis. C'était quelqu'un qui était sans embrouille, qui venait chercher des noix, des problèmes à personne. Elle faisait sa vie, elle menait sa barque toute seule avec ses amis. Et je ne lui connaissais personne qui lui voulait du mal au point de la tuer. J'aurais jamais pu m'attendre à ça. C'est pas possible. C'est pas possible un seul instant d'imaginer que ça peut arriver et dans ces conditions-là. C'est impossible. À la PJ de Versailles, les enquêteurs veulent maintenant en savoir le plus possible sur Marie Varnereau. Qui est-elle? Qui pourrait lui en vouloir au point de la tuer? Pour répondre à ces questions, ses proches sont entendus et Anita est la première à être auditionnée dans le bureau des enquêteurs. Marie, la première personne qui nous parle d'elle, c'est sa mère, évidemment. Elle nous explique qu'elle a eu Marie suite à une relation amoureuse qui a duré très peu de temps. La mère de famille, très éprouvée, lance alors les policiers sur une première piste. D'après elle, Marie aurait reçu des menaces. L'une des premières choses qu'elle nous dit, c'est que Marie Varnereau était victime de chantage parce que elle avait été photographiée nue par un jeune homme, donc potentiellement un petit ami, et que ce jeune homme menaçait Marie de diffuser ses photos sur les réseaux sociaux. Et que peut-être, du coup, ce serait peut-être l'auteur de ce chantage qui serait l'auteur du crime. Il faisait du chantage à Marie, ce jeune homme, en lui disant si tu me donnes pas de l'argent, en fait, on va dire il l'a racketté en lui disant si tu me donnes pas d'argent régulièrement, je vais diffuser ces photos sur les réseaux sociaux. Sans jamais révéler l'identité de son maître chanteur, Marie aurait supplié sa mère de l'aider à ce que ces photos ne soient jamais divulguées. Anita raconte qu'elle avait été obligée de donner de l'argent à sa fille. Avis Biton, avocat des parties civiles. Pour faire taire les maîtres chanteurs. Et donc Anita Varnereau nous explique que depuis les 5 mois précédant la mort de Marie, elle ne pouvait plus payer son loyer parce qu'au lieu de payer son loyer, elle donnait 200 € par mois à sa fille pour que sa fille paye le maître chanteur qui l'a menacé de diffuser ses photos. Interrogés à leur tour sur ce possible chantage, les amis de Marie déclarent qu'ils en avaient simplement entendu parler. Il y avait des photos de elle qui tournaient, qu'il y avait quelqu'un qui la faisait chanter. C'est vraiment des rumeurs très très vagues. Il y a des photos qui traînent. On précise pas quel genre de photos, mais on s'en doute bien, parce que sinon on ferait pas de chantage. Moi, ça me plaît pas forcément que mon ami subisse du chantage. C'est plutôt évident. Et si le mobile du meurtre de Marie Varnereau se trouvait dans cette affaire de chantage, est-il possible que son racketteur soit aussi son tueur? Je vois pas qui dans son entourage serait capable d'aller jusqu'au chantage et pour lui soutirer de l'argent. En l'absence du téléphone portable de Marie, les investigations pour remonter jusqu'à ce maître chanteur sont difficiles. Le problème majeur dans cette affaire, c'est que des enquêteurs qui passent l'appartement de la victime au peigne fin ne retrouvent pas son téléphone portable. Ce même téléphone portable qui pourrait parler, qui pourrait apporter des informations sur les derniers contacts qu'elle a eus. Alors l'ordinateur de la victime ainsi que ses relevés téléphoniques sont étudiés, mais sans succès. Rien
ne va être retrouvé permettant d'accréditer la thèse de ce maître chanteur. Alizée Cervello, avocate des parties civiles. On ne retrouvera aucune trace non plus de transfert d'argent, qui aurait évidemment pu se faire de la main à la main, mais on n'a même pas de trace de rendez-vous ou quoi que ce soit, ou rien de particulier à ce niveau-là. Aucune trace de vidéo non plus qui aurait pu ressortir après, qu'on aurait pu retrouver sur Internet ou autre. Rien. Rien du tout de tout ça. La piste du maître chanteur se referme. Mais les enquêteurs mettent tout en œuvre pour remonter jusqu'au meurtrier de l'adolescente. On va vers toutes les pistes et on doit fermer, comme on dit dans le jargon, toutes les portes. Nous, ce qu'on veut trouver, c'est la porte de la vérité, qui va nous amener sur l'auteur du crime. Mais avant, il peut y avoir des dizaines de portes à ouvrir, fermer. Alors que l'enquête redémarre à zéro, c'est la mère de la victime, Anita, qui va mettre la PJ sur une nouvelle piste. Elle va faire une révélation aux policiers. Elle soupçonne cette fois-ci un ancien petit ami de sa fille, un jeune homme surnommé Junior, que Marie aurait vu peu de temps avant le meurtre. Elle va dire que sa fille n'a pas voulu qu'elle passe dans le week-end et que donc elle a pu voir quelqu'un, et notamment ce petit ami. Et que ce serait potentiellement la dernière personne à l'avoir vu. Et Anita dit aux policiers qu'elle ne fait aucune confiance à ce Junior. Elle va dire qu'il est d'une très mauvaise influence, que c'est quelqu'un qui a pu lui faire du mal. Donc c'est un jeune qui est de la région parisienne, du 93 il me semble, et qui a commis une petite infraction, de droit commun, et du coup il est fiché en fait dans la base du fichier national des empreintes génétiques. Donc on le retrouve assez facilement. Le jeune homme est convoqué dans les locaux de la PJ. Et il nous confirme Michael Reinhardt, ancien enquêteur à la brigade criminelle de Versailles. Qu'il a été un petit ami, effectivement, qui s'était rencontré sur Internet, qu'il était venu une fois ou deux, qu'ils avaient eu une ou deux relations sexuelles, mais rien de suivi, mais qu'il s'était quitté d'un commun accord et qu'il n'y avait aucun problème. Pourtant, les policiers ont retrouvé chez Marie des traces a priori récentes de son passage dans l'appartement. Il y avait quelques éléments d'un passage masculin dans la chambre de Marie. Stéphanie Duchâtel, commandante de police à la brigade criminelle de Versailles. À savoir un caleçon et des préservatifs évidemment encore emballés. Et il nous reconnaît son caleçon. On lui représente, il dit oui, c'est à moi. Il est surpris. Il dit j'ai dû l'oublier une fois où j'étais venu, mais il dit mais il date. Ça date de plusieurs mois. Le jeune homme explique alors que c'est lui qui avait décidé de rompre et que Marie ne l'acceptait pas. Elle aurait même, dit-il, tout fait pour tenter de le retenir. Marie fait croire à son petit copain qu'elle était enceinte de lui. Jean-François Calteau, journaliste à la République de Seine-et-Marne. La relation, semble-t-il, battait de l'aile et il s'agissait certainement d'une grossesse imaginaire inventée pour tenter de retenir le jeune homme. C'est vieux comme le monde, elle essaye de revoir son petit copain en lui demandant de s'impliquer dans une grossesse qui en fait est totalement imaginaire. Marie avait dit que elle était enceinte de Junior et que elle voulait pas qu'il la quitte, mais je pense qu'agir comme ça... Sylvain Huguet, ami de Marie. C'était pour elle un moyen d'autodéfense, parce que quand on a l'habitude d'avoir des gens autour de nous et qu'on commence à les perdre, pour X raisons, on a envie de les garder et parfois on use de moyens pas tout à fait très corrects. Donc il est bien évident que l'hypothèse de la grossesse que le jeune homme aurait voulu cacher pouvait constituer l'amorce d'un mobile. Est-il possible, autrement dit, que le jeune homme se soit rendu chez Marie pour s'expliquer avec elle concernant cette prétendue grossesse? Une dispute aurait-elle pu éclater entre les deux adolescents? Les enquêteurs creusent cette piste. Leur priorité est de savoir où se trouvait Junior le matin du meurtre. Les enquêteurs vont se faire communiquer par les opérateurs de téléphonie le bornage du téléphone portable de ce petit copain Junior, c'est-à-dire où son portable est géolocalisé au moment des faits. Ils vont se rendre compte qu'il est géolocalisé à des dizaines de kilomètres de la scène de crime au moment des faits. Rien
ne nous amène sur une éventuelle culpabilité. Donc il n'était pas aminci au moment du meurtre. Donc une piste qui se referme. Le jeune homme est totalement blanchi. Toutes les pistes étudiées par les enquêteurs s'effondrent les unes après les autres. Mais leur travail acharné va finir par payer et par révéler un scénario des plus glaçants. Les résultats des analyses ADN effectuées sur le corps de Marie viennent de tomber. Les policiers espèrent y trouver un indice qui les mènera vers le tueur de l'adolescente. Est-il possible que le meurtrier ait laissé son empreinte génétique sur sa victime ? Sur le corps de Marie, on retrouve l'ADN de sa mère. Stéphanie Duchâtel, commandante de police à la brigade criminelle de Versailles. Ce qui peut parfaitement se comprendre, puisqu'évidemment, Anita Varnero, quand elle rentre chez sa fille pour découvrir sa fille décédée, elle modifie complètement la scène de crime. Elle dira qu'elle l'a bien sûr prise dans ses bras, qu'elle l'a étreinte, qu'elle l'a manipulée pour tenter de lui redonner vie et que l'échange d'ADN a pu se produire à ce moment-là. Un détail étrange interpelle quand même les policiers. L'ADN d'Anita Varnero se trouve même sous les ongles de sa fille. Les experts en ADN et en génétique, Avis Biton, avocat des parties civiles, disent qu'il ne suffit pas d'une poignée de main pour laisser de l'ADN. Et ça c'est hyper important pour nous. Parce qu'on se dit, la seule façon de mêler notre ADN, c'est de se battre, de se défendre. Ça nous pose question. Ça pose question, mais ce n'est pas non plus un indice déterminant. Ce qui va plus surprendre, par contre, c'est l'absence de tout autre ADN. Véritablement. Ces résultats sont un coup de tonnerre dans l'enquête. Anita Varnero est désormais la principale suspecte. Et pour creuser cette piste, les enquêteurs vont tout faire pour remonter l'appel qui l'aurait prévenu du meurtre de sa fille. Et c'est pour ça que on va aller plus loin dans la téléphonie, parce qu'on sent, tous les enquêteurs présents dans le groupe, on sent que cet appel va être la clé du dossier. On demande la facturation détaillée de la ligne téléphonique d'Anita Varnero pour le jour des faits, en sachant que ça va nous amener à l'identification de l'appelant, de celui qui l'a appelé pour lui envoyer ce message. Et on voit qu'il y a bien eu un appel suspect qui correspond à l'appel dont nous a parlé Anita Varnero. Et on se rend compte qu'en fait, le message que Anita Varnero a reçu a été passé, je crois me souvenir, vers 14h18, d'une cabine téléphonique, quartier de l'Almont à Melun. Et on comprend, en faisant des investigations très rapidement, que l'appel de cette cabine téléphonique, il a été passé avec une carte téléphonique achetée dans un tabac. Un appel depuis une cabine et avec une carte. Pas très courant à l'ère des portables et des réseaux sociaux, mais c'est quand même un précieux indice pour les enquêteurs. Évidemment, on essaye de remonter l'achat. Cette carte téléphonique, elle a été achetée le lundi 17 février 2014, un peu avant 13h, dans un bar tabac de Melun. Et là, on commence à sentir quelque chose de bon. Si on avait trouvé un tabac à La Rochelle ou à Brest, se serait dit waouh, ça va être compliqué cette histoire. Or, on reste dans le périmètre géographique qui va nous intéresser. On se rend dans ce bar tabac, on prend contact avec le gérant de ce bar tabac, qui nous confirme qu'effectivement c'est bien lui qui a vendu la carte. On sait que celle qu'il a vendue, c'est forcément celle qui a servi à appeler Anita. Le buraliste est néanmoins incapable de donner l'identité de la personne qui lui a acheté cette carte prépayée. On demande donc au buraliste s'il y a une vidéosurveillance de son établissement. Et là, il nous répond oui. Ce qui est déjà assez extraordinaire. À ce moment-là, les enquêteurs vont pouvoir voir le visage de l'auteur du crime. Qui a acheté cette carte prépayée? Qui a annoncé le meurtre de Marie à sa mère? On voit à la caméra qu'il s'agit juste de Anita Varnero, qui est dans le tabac. Michael Reinhardt, ancien enquêteur à la brigade criminelle de Versailles. Et qui achète cette carte prépayée. Et là,
On fait un arrêt sur image. C'est incontestable, la vidéo elle est d'une super bonne qualité. On la voit rentrer dans le bar, on la voit acheter une carte téléphonique et 2 paquets de cigarettes, c'est une grosse fumeuse. On la voit payer en liquide et puis repartir comme elle est venue. On s'arrête tous. Il y a un silence et on se regarde et on comprend en fait ce qui est en train de se passer. C'est Anita. Et là en fait, tout s'enclenche. Le puzzle est en train de se mettre en place. Le choc est immense pour ces policiers pourtant aguerris. On est abasourdi de se dire waouh, c'est sa mère. Elle est liée à l'affaire et non plus en tant que victime, mais en tant qu'auteur, que ce soit auteur, co-auteur ou complice. Mais alors, comment est-il possible qu'Anita Varnero ait passé ce coup de téléphone tout en étant chez sa mère pour le recevoir ? Elle nous dit en fait qu'au moment où elle a reçu l'appel téléphonique, elle est chez sa mère à Mincy. Et en fait, nous, on détermine que quand elle reçoit l'appel téléphonique l'informant de la mort de sa fille, elle n'est pas à Mincy, contrairement à ce qu'elle dit, mais elle est sous la borne téléphonique des cabines téléphoniques qui passent l'appel. Et c'est après avoir passé ce coup de téléphone qu'Anita Varnero aurait repris sa voiture pour aller à Mincy. Par la suite, elle s'est rendue chez sa mère où elle a fait croire qu'elle recevait cet appel téléphonique. Et nous, on détermine toujours, grâce à la géolocalisation de son téléphone, qu'en fait, elle n'arrive chez sa mère qu'à quasiment 14h40 et pas 14h20. Alors qu'elle se trouvait chez sa mère, Anita aurait donc fait semblant de recevoir un appel téléphonique. Non, on ne sait pas. Est-ce que c'était une messagerie? Est-ce que c'était un réveil? Anita Varnero aurait écouté, aurait mis son téléphone à son oreille pour être très exact. Et en raccrochant, elle aurait dit « Quelqu'un a appelé, il s'est passé quelque chose avec Marie, il faut que j'y aille ». Ce qui est horrible, c'est aujourd'hui de se dire ça, alors qu'au moment où tout ça se passe, elle le sait qu'elle est morte, sa fille, en fait. Elle le sait. C'est un choc pour nous, parce que c'est très rare, hein, un infanticide comme ça, enfin c'est... Voilà, donc tout de suite on part vers « Waouh ». Waouh, c'est pas possible, c'est trop abject de... Enfin, c'est pas possible. Non, une mère peut pas tuer sa fille. Nous sommes le 20 février 2014, 3 jours après le meurtre de Marie. Au petit matin, les policiers versaillais se rendent chez sa mère, Anita, pour l'interpeller. On arrive et elle est même pas surprise. On arrive à 6h du matin, hein. Bonjour, police judiciaire, brigade criminelle, tatata. On lui a dit qu'on l'a placée en garde à vue. Stéphanie Duchâtel, commandante de police à la brigade criminelle de Versailles. Elle a été très docile, elle s'est pas du tout rebellée. Alors par contre, son compagnon lui dit qu'est-ce que vous venez faire là? Pourquoi vous venez? C'est sa fille qui est morte, elle est victime en fait. Et là, il comprend que non en fait. Très vite, le policier découvre dans la salle de bain un élément accablant pour la suspecte. Une plaquette de médicaments. Le même somnifère que celui avec lequel Marie a été droguée avant d'être tuée. On trouve la fameuse molécule de zolpidem. Le compagnon d'Anita qui voit que je bloque sur cette boîte. Donc je lui dis excusez-moi monsieur, je vais prendre ça. Anita Varnero est ensuite emmenée dans les locaux de la police judiciaire de Versailles. Elle pleure quand même, elle pleure sur la mort de sa fille. Elle trouve qu'on s'acharne un peu sur elle. Elle nous le dit plusieurs fois, mais de toute façon, j'ai bien compris que de toute façon, il fallait que ce soit moi et que vous pensiez que c'était moi. Bah oui, on pense que c'est vous, parce que c'est vous. La garde à vue commence. Immédiatement, la mère de la victime est interrogée sur son emploi du temps le jour du meurtre. Elle dit aux enquêteurs que elle a dormi chez son compagnon la veille au soir au Mai-sur-Seine. Alizée Cervello, avocate des parties civiles. Qu'elle va faire du ménage le matin et puis qu'elle va partir à Mincy, mais qu'elle ne va pas monter voir sa fille à l'étage. Puis elle va retourner chez elle. Puis aux alentours de 14h, aller chez sa mère, s'occuper du linge. Mais les policiers savent qu'Anita ment. Et il la confronte aux images de vidéosurveillance du bureau de tabac. On tombe un peu dénu, mais l'achat de cette carte prépayée dans ce tabac à Melun, qui est vraiment juste à côté, hein, c'est vrai. Pourquoi elle nous en a pas parlé? C'est quand même important, non? Rien.
Ah bah non, mais je pensais pas que c'était important, enfin bon. Elle nous a inventé le fait qu'effectivement elle avait acheté la carte pour sa fille, mais qu'elle avait pu perdre la carte, qui avait pu être récupérée par quelqu'un qui aurait été comme par hasard l'auteur du meurtre de Marie, enfin des explications complètement ridicules. Donc votre théorie, c'est que vous avez donc perdu cette carte téléphonique qui a été trouvée par le tueur de votre fille, qui avait votre numéro et qui vous a appelé dans la foulée, dans une zone dans laquelle vous bornez vous-même à cet instant. Les explications d'Anita sont confuses et les taux se resserrent autour d'elle. La commandante l'interroge ensuite sur la provenance de la plaquette de somnifères trouvée chez son compagnon le matin même. Mais la mère de famille a réponse à tout. En fait, dit-elle, elle les a achetés pour elle. 3 semaines avant la mort de Marie, sa mère se rend à la pharmacie à laquelle ils vont régulièrement et demande 2 boîtes de somnifères sans avoir l'ordonnance correspondante. Normalement, ces somnifères-là, ils sont prescrits sur ordonnance. Mais la pharmacienne, connaissant assez bien Anita Varnero et son compagnon, accepte de lui fournir 2 boîtes de somnifères sans ordonnance. C'est un achat qui ne laisse aucune trace. Il n'y a pas d'ordonnance, il n'y a pas de carte vitale qui soit utilisée. Elle va acheter ses médicaments de la main à la main. Elle va dire que c'est pour sa consommation personnelle. Parce que elle a des problèmes de ménopause qui lui posent des problèmes de sommeil, etc. Et que pour ça, elle pense qu'elle aurait besoin de l'appui de somnifères pour passer des vraies nuits. Les heures passent et Anita continue de clamer son innocence. Pour les enquêteurs, il y a urgence à obtenir des aveux avant que la garde à vue ne se termine. Michael Reinhardt décide alors de jouer le tout pour le tout. Seul, face à la suspecte, il tente de l'émouvoir en lui rappelant que Marie aurait dû fêter ses 18 ans ce jour-là. Je lui dis, vous savez quel jour on est aujourd'hui? Elle me dit oui, c'est l'anniversaire de Marie. Elle est en garde à vue au moment où on parle de tout ça. Je lui dis, mais rien que pour elle, je lui dis, faut me le dire maintenant. Faut me dire quelque chose. S'il y a quelque chose à me dire, c'est maintenant ou jamais, en fait. Michael Reinhardt, ancien enquêteur à la brigade criminelle de Versailles. C'est maintenant qu'il faut me dire ça. Pour elle, par respect. Elle s'ouvre un petit peu, petit à petit. Et à la fin, elle a cette phrase incroyable où elle dit « Je suis un monstre, ouvrez la fenêtre, j'ai envie de sauter. » Je me dis « Waouh !» Dans ma tête, je me dis là, elle va avouer. Alors, et là, je lui dis « Ok, mais vous n'êtes pas un monstre, mais je veux savoir pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. » Enfin. Et là, elle s'est fermée. Alors là, je me suis dit « C'est elle. » Alors qu'Anita Varnero semblait sur le point de passer aux aveux, elle se referme finalement sur elle-même. Au terme de sa garde à vue, Anita Varnero est présentée devant le juge d'instruction au tribunal de Melun. Malgré l'absence d'aveu, elle est mise en examen pour l'assassinat de sa fille. Alors c'est vrai que dans cette affaire, on a quantité d'indices, certains confondants, étonnants, d'autres plus faibles, sans aucun doute. Jean-François Calto, journaliste à la République de Seine-et-Marne. Mais on n'a jamais eu de mobile. C'est-à-dire qu'on a un infanticide et aucun mobile à mettre en face. Et ça, c'est quand même très troublant. Mais alors, pour quelle raison Anita serait-elle tombée dans cette spirale meurtrière? Et quel pourrait être le mobile du crime? Les policiers vont essayer de comprendre par eux-mêmes, sans l'aide d'Anita, pourquoi elle aurait tué sa fille. Avis Biton, avocat des parties civiles. Et là, il y a plusieurs hypothèses. Peut-être qu'elle aurait essayé de la tuer parce que sa fille aurait menacé sa mère de révéler que sa mère était atteinte du sida. La séropositivité d'Anita Varnero, on l'a appris par elle-même. C'est elle qui nous l'a indiqué dans les déclarations. Anita nous explique que elle est porteuse du VIH depuis de très nombreuses années. Elle sait que c'était avant la naissance de Marie. Marie, elle, est séronégative. Dans l'entourage d'Anita, personne n'était au courant de sa séropositivité. Les policiers émettent alors une hypothèse. Et si Marie avait récemment découvert le secret de sa mère? Est-ce que Marie faisait elle-même chanter sa mère en lui disant « Donne-moi de l'argent ou je vais révéler à ton compagnon que tu es séropositif, ce que tu ne lui as pas dit ». Est-ce que Marie était un frein à la nouvelle vie d'Anita Varnero? Anita s'est dit que c'était la fin des haricots.
C'était la fin de la petite vie sympa, cool, avec son compagnon. Et peut-être qu'elle s'est dit non, tu vas pas me couper de ça. Pour moi, c'est mon intime conviction. Selon les proches de Marie, il existe une deuxième hypothèse qui expliquerait pourquoi Anita aurait tué sa fille. Le deuxième scénario, c'est que Marie aurait entrepris des démarches pour retrouver son père. Or, Anita s'est toujours opposée à ce que Marie ait des relations avec son père. Mohamed, un ancien petit ami, se souvient que Marie lui parlait souvent de sa volonté de retrouver son père biologique. Ce qui la rendait triste, c'est de ne pas connaître son père. Elle me disait aussi, j'ai envie de le connaître, j'ai envie de savoir si j'ai des frères et sœurs. C'est ce qui la peinait un peu. Mohamed Diarra, ami de Marie. Et du coup, c'est ce qu'elle recherchait et c'est ce qui lui manquait. Selon Mohamed, l'adolescente se heurtait à un obstacle de taille dans ses investigations. Voilà, il y avait une opposition du côté de la maman qui ne voulait pas qu'elle rencontre forcément son père ou qu'elle aille plus au bout de ses recherches. Ça énerve énormément sa mère. C'est quelque chose que sa mère n'accepte pas. Sylvain Huguet, ami de Marie. Elle veut pas. Ça, c'est rédhibitoire. Contre l'avis de sa mère, Marie semblait pourtant bien décidée à tout faire pour retrouver cet homme. C'était parmi les choses qu'elle voulait accomplir, si on peut dire ça, c'était de retrouver son père. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'on ne pouvait pas lui enlever de sa tête. Elle avait essayé de faire des démarches administratives, mais elle s'était heurtée au fait qu'elle était mineure. Peut-être, Anita a tué sa fille quelques jours avant ses 18 ans pour l'empêcher de pouvoir retrouver son père. Je ne peux pas imaginer que ce soit cette raison-là... Clémence Huguet, amie de Marie. Qui fait qu'aujourd'hui, Marie n'est plus là, en fait. On ne tue pas sa fille, soi-disant bien aimée, ce qui est vrai d'ailleurs, pour une histoire de déloyauté, de retrouver son père. Bon, je ne sens pas que ce soit un élément suffisant pour expliquer un tel acte. Quant au fait que Marie aurait pu révéler la séropositivité de sa mère, je n'y crois pas non plus. Alors pourquoi Anita s'en serait-elle prise à sa fille ? Comment expliquer le meurtre de Marie ? Tout le monde espère désormais que la vérité éclatera lors du procès. Mercredi 4 janvier 2017, au tribunal de Melun. C'est aujourd'hui que débute le procès d'Anita Varnereau. Près de 3 ans après le meurtre, les proches de la victime espèrent enfin obtenir les réponses à leurs questions. Je voulais absolument savoir pourquoi. C'est surtout le pourquoi. Et même si on nous a avancé des preuves qui sont cohérentes, qui sont solides, etc., il y a quand même une part de moi qui se dit « Non, c'est pas ça ». Mais bon, voilà, le procès, c'était quand même pour essayer d'avoir un début de réponse quand même. Est-ce qu'on saura pourquoi elle a fait ça ? Même si les raisons ne vont jamais justifier les actes, on veut savoir pourquoi, qu'il n'y ait pas de mystère sur ça. Si c'est elle, quoi, qu'elle donne une raison. Tu vois. Je ne dirais pas que mon esprit sera plus tranquille, mais d'un côté, on aura un motif. Alors que tout le monde espère obtenir des explications de la part d'Anita, son arrivée dans le box crée la stupéfaction. Après 3 ans de détention, la mère de la victime est méconnaissable. Elle est amaigrie. Alizée Cervello, avocate des parties civiles. Elle a les cheveux courts, poivre et sel. Je vois une femme extrêmement éprouvée, pour pas dire délabrée, négligemment vêtue. Enfin, on sent qu'elle n'a fait aucun effort pour comparaître, ce qui renforce le côté un peu sombre du personnage. Elle a l'air tellement fatiguée, elle a les traits tirés, elle a les cheveux blancs. Je vois que c'est elle, mais ça a quand même l'air d'être une personne différente. Appelée à la barre, l'accusée continue de clamer son innocence. Elle le jure, elle n'a pas tué sa fille. Lorsque j'entends Anita clamer son innocence, elle est criante de vérité.
Elle a continué vraiment jusqu'à la fin de dire qu'elle était innocente, et il y a forcément une partie de moi qui a envie de la croire parce que, encore une fois, c'est tellement sidérant que j'ai envie de la croire quand elle dit « je suis innocente, c'est pas moi ». Elle n'était pas à un point tel que je puisse dire aujourd'hui que je crois en ça, que la maman puisse tuer Marie. Parce que les personnes qui font ça, elles n'ont pas de cœur, et de ce que je connais de la maman de Marie, c'était des engueulades entre une mère et son enfant. Les avocats d'Anita Varnero, qui n'ont pas souhaité répondre à nos questions, ont tout fait pour obtenir l'acquittement de leur cliente, quitte à remettre en cause les investigations réalisées. Les avocats de la défense ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont fait appel à des experts privés en téléphonie pour essayer de jeter le trouble, de semer le doute dans l'esprit des jurés, pour essayer de démontrer que non, on n'a pas véritablement la preuve que c'est forcément cette carte téléphonique qui a passé cet appel sur le portable d'Anita. Malgré l'absence d'aveu, les faits parlent d'eux-mêmes et affaiblissent la défense d'Anita Varnero. C'est rare d'avoir autant d'éléments accablants contre quelqu'un dans une affaire de meurtre. Vraiment, elle a coché toutes les cases du mauvais assassin. Stéphanie Duchâtel, commandante de police à la brigade criminelle de Versailles. Franchement, il y a la vidéo, il y a la géolocalisation du téléphone, enfin tout y est pour qu'elle se soit vraiment coincée elle-même. Parce qu'à contrario, si c'est pas Anita, c'est qui peut vouloir tuer une gamine de presque 18 ans qui faisait de mal à personne, qui n'avait aucun vice, aucune addiction, voilà. À contrario, et si c'est pas elle, c'est qui? Au terme de 4 jours de procès, Anita Varnero est condamnée pour l'assassinat de sa fille à 20 ans de réclusion criminelle. Quand Anita Varnero est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle, elle n'a pas de véritable réaction. Ceux qui vont le plus réagir, finalement, ça va être sa famille. C'est eux qui vont avoir une réaction épidermique de défense, pas elle. J'ai pas envie d'y croire parce que bon, voilà, sa mère, elle est comme elle est, mais bon, jusqu'à, enfin, l'infanticide, c'est pas n'importe quoi, donc non, encore une fois, c'est surtout de l'incompréhension en fait. Le verdict sera confirmé 2 ans plus tard, lors du procès en appel d'Anita Varnero. Bien qu'une vérité judiciaire soit aujourd'hui établie, nombreux sont ceux qui restent marqués par cette affaire. On sait que c'est Anita Varnero. De toute façon, elle a été condamnée 2 fois à des peines lourdes. Michael Reinhardt, ancien enquêteur à la brigade criminelle de Versailles. Mais en fait, je pense que la vérité, c'est que elle-même ne se pardonnera jamais ce qu'elle a fait. C'est le crime originel, on va dire, de tuer son enfant. C'est l'un des crimes les plus terribles, les crimes intrafamiliaux. Donc ce n'est pas si surprenant qu'il n'y ait pas d'aveu. On peut terminer, c'est exactement sur la dernière fois que je l'ai vue, où on s'est entretenu à la fin de la garde à vue. Je suis un monstre. Ouvrez la porte, je vais me foutre en l'air. Quand une personne dit ça, c'est qu'elle est coupable. Depuis le meurtre de leur ami, Sylvain, Mohamed et Clémence sont devenus adultes. Mais jamais ils n'ont oublié Marie. On avait 18 ans, l'âge de la majorité, l'âge de l'envol, l'âge de la liberté, et d'un coup quelqu'un part très brutalement, notre meilleur ami. C'est très dur. Sylvain Huguet, ami de Marie. On pense à son anniversaire, on pense à qui elle était, on y pense nuit et jour. Faut laisser le temps au temps comme on dit, et souffrir en silence. Souvent quand je pense à Marie, c'est plus de façon nostalgique. Je me rappelle des moments qu'on passait ensemble, des moments de fou rire, des moments un peu plus attentionnés. Mohamed Diarra, ami de Marie. Ce qui me manque le plus chez Marie, c'est son humour et son sourire. C'est ça. Je me suis déjà demandé comment elle serait si elle avait continué à grandir avec nous, mais j'arrive pas à l'imaginer. Clémence Huguet, amie de Marie. Parce que pour moi, elle aura toujours cette petite bouille souriante avec les dents du bonheur. Et puis moi, je la verrai toujours comme ma copine qui me pince le bras et puis qui m'envoie des messages à 3h du matin sur MSN. Oui, bien sûr qu'elle me manque. Forcément,
c'était quelqu'un de tellement gentil et rayonnant que pendant très longtemps, il y a eu une espèce de... Il y a eu un vide, quoi. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.